Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale spécialité, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le chapitre 4 du dernier thème. Donc c'est le chapitre qui vient juste après tout ce qui est son, interférence, diffraction et lunettes astronomiques. Donc là on continue le dernier thème et on va le terminer. Il s'agit du chapitre 4 qui se nomme l'effet photoélectrique et enjeux énergétiques. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'effet photoélectrique, c'est qu'il a été découvert par un monsieur que vous connaissez déjà, qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Henri Becquerel. Et finalement, on a attendu presque 20 ans pour comprendre, avoir une première approche de ce qu'était l'effet photoélectrique. Et on a mis encore 20 ans à récompenser le monsieur qui avait réussi à apprivoiser un peu ce phénomène et à l'expliquer grâce à un modèle. Et cet homme, du coup, n'est autre que Albert Einstein, donc vous connaissez très bien maintenant, hein, et que vous avez du coup en fond de ce PDF. Donc, chapitre 4, l'effet photoélectrique et enjeux énergétiques. Et il faut savoir du coup qu'il a été à l'origine du prix Nobel, qui a été décerné en 1921 pour Albert Einstein, pardon, et qui a expliqué l'effet photoélectrique grâce à l'approche corpusculaire de la lumière. Pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Albert Einstein est né du coup dans le 19e et mort à peu après 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc à l'âge de 70 ans. On y va avec le grand 1, on fera ce cours en deux parties. Là, la première partie aujourd'hui, la seconde partie la prochaine fois, donc à la rentrée. Modèle corpusculaire de la lumière. Et en premier, on va mettre grand A, le photon. Donc la nature de la lumière a été, comment dire, l'un des débats historiques le plus long qui ait jamais été donné de faire. En fait, la lumière, il y en a beaucoup qui s'accordent à dire que c'est une onde, comme on l'a vu dans le chapitre sur la diffraction et les interférences. Et pour autant, comme on a vu en enseignement scientifique, eh bien, on peut aussi expliquer ça par le modèle corpusculaire de la lumière. Et donc, du coup, eh bien, en fait, on va s'accorder à dire qu'il y a ce qu'on appelle une dualité onde-corpuscule pour la lumière. Ça veut dire que quelquefois, on va appliquer la lumière comme à un corps, comme à un corpuscule, et des fois, on va appliquer la lumière comme à une onde, parce que selon les cas, on va un petit peu traiter, et bien la lumière va pouvoir se comporter comme une onde ou comme une particule. Du coup, le photon, c'est le nom qu'on a donné à la particule élémentaire qui est associée aux ondes électromagnétiques, ok, dont la lumière fait partie, hein, par exemple. Donc cette particule qui est le photon ne possède pas de masse et ne porte pas de charge électrique. Ça, c'est très important à souligner. Le photon n'a aucune masse. Par contre, comme n'importe quelle autre particule, elle est capable de transporter une énergie et elle n'y manque pas. Dans le vide, la célérité de l'onde lumineuse, eh bien, ça va être la même que la vitesse du coup du photon. Et cette vitesse est égale à environ, dans le vide comme dans l'air, hein, à une constante qui est égale à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Pour avoir l'équivalence du coup à son énergie, grand E, et bien grand E c'est égal à h nu, h c'est la constante de Planck qui est égale à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Attention, pas le joule par seconde, joule seconde, donc joule fois seconde. Et nu, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique associée en Hertz. Tout ça, ça peut être aussi mis sous une autre forme, c'est hc sur lambda, donc nu en fait c'est égal à c sur lambda, ça on l'avait déjà vu, donc h nu ça peut être aussi hc sur lambda, et h toujours la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et lambda en bas, du coup en dénominateur, c'est la longueur d'onde de l'onde, tout simplement en mètres. B, émission et absorption d'un photon. Alors du coup, on va diviser un petit peu cette partie en deux. En premier, l'émission. Il faut savoir que lorsqu'une entité chimique passe d'un niveau d'énergie initial, veuillez m'excuser, lorsqu'elle passe d'un niveau d'énergie initial EN, qui est plus haut, à un niveau d'énergie
inférieur qui est égal à EM, plus bas, et bien en fait, pour passer de l'énergie supérieure à l'énergie inférieure, on va libérer de l'énergie, et cette libération de l'énergie, en fait, est transportée par un photon qui est libéré en même temps, et l'énergie du photon est égale à delta E, et delta E c'est quoi? C'est la différence d'énergie qu'il y a entre le niveau excité vers le niveau, enfin, moins le niveau qui est un peu moins excité. Désolé, j'ai mon chat qui fait le con derrière. Bon, du coup, delta E, c'est égal à toujours l'énergie du niveau de départ, moins le niveau d'arrivée. Mais si vous voulez ne pas vous tromper, vous pouvez faire dans n'importe quel sens. Dans tous les cas, l'énergie est toujours positive. Et on met 2 barres pour prendre la valeur absolue de ce calcul. Dans l'autre cas, du coup, dans l'absorption, ben en fait, l'entité chimique va absorber un photon du milieu extérieur qui possède une énergie, et en fait, l'énergie qu'il possédait, donc transférée à l'atome qui l'absorbe, et cet atome, du coup, va passer d'un niveau d'énergie initiale EM, plus bas, vers un niveau d'énergie excité, plus haut, EN, et bah, la formule qui donne bah, la différence des deux états, la différence d'énergie entre les deux états reste la même, c'est toujours delta E qui est égal à EM, moins EN. Arrête. Non, mais... Enfin, c'est l'effet photoélectrique. Lorsqu'un photon part en collision, pardon, lorsqu'un photon entre en collision avec un électron présent dans un métal, il lui transfère une énergie. Il faut savoir que ce n'est pas le noyau qui va capter l'énergie dans un atome récepteur d'un photon, c'est toujours un électron. S'il n'entre pas en collision avec un électron, alors soit l'atome rentre en collision avec le noyau, mais il n'y a rien qui se passe, ou enfin on va pas regarder cette année ce qui se passe, soit vu que l'atome est 10 puissance 5 fois plus important en taille par le nuage électronique que par le noyau, il y a de très très grandes probabilités que le photon, s'il ne touche pas un électron, il ne touche rien du tout et sort de l'atome pour arriver sur l'atome voisin. Enfin, du coup, si le photon entre en collision avec un électron, et bien de ce fait, il va lui passer cette énergie. Donc le photon va passer l'énergie à cet électron. Et si cette énergie est suffisamment grande, et bien l'électron va se retrouver éjecté du cortège électronique, et c'est ce qui va donner lieu à la formation d'un ion. L'énergie du coup minimale nécessaire pour éjecter un électron situé à la surface du métal, c'est appelé du coup le travail d'excitation. C'est aussi appelé dans les anciens manuscrits, dans les anciens ouvrages scientifiques, l'énergie de libération ou l'énergie d'ionisation. Si l'énergie du coup du photon est supérieure au travail d'extraction, on appelle phi du coup, et bien le surplus d'énergie est converti sous forme d'énergie cinétique qui est acquise par l'électron. Ça veut dire que si l'électron lui faut, par exemple, je prends un chiffre au hasard, ce n'est pas du tout ça, hein, mais s'il faut 2 joules à l'électron pour être éjecté de l'atome, et bien si on lui fournit 3 joules, et bien les 2 joules vont servir à l'extraction, et le joule supplémentaire va être converti en vitesse. Et plus on lui transfère d'énergie au-delà de cette énergie d'extraction, et bien plus l'électron va partir avec une vitesse qui est grande. L'énergie du photon, du coup, est égale à h nu, toujours. Mais si on veut le convertir en travail d'extraction et en énergie cinétique acquise par l'électron, eh bien l'énergie totale du photon, elle doit être au moins égale à phi. Ok, bon, moi j'ai mis des petites barres sur le phi en haut et en bas, mais ça reste la même lettre, hein, grec. C'est un phi majuscule d'ailleurs. Et bah, tout le travail qu'il y a en plus, le travail qui a en plus de E par rapport à phi, est transformé en énergie cinétique, du coup, EC. Enfin, on peut raisonner aussi en termes de fréquence. Et si on raisonne en termes de fréquence, eh bien le travail d'extraction seul, hein, bien sûr, est égal tout simplement à nu h. Et donc du coup, si on veut l'énergie, la fréquence minimale qu'un rayonnement incident doit avoir pour permettre l'extraction d'un électron, donc le nu pour que on ait le travail d'extraction pile poil, et bien ce serait du coup ce travail d'extraction phi divisé par h, la constante de Planck, et là vous trouvez cette fréquence seuil, du coup la fréquence minimale pour juste éjecter l'électron du cortège électronique. Et si bien sûr vous prenez une fréquence qui est supérieure à nu0, et bien vous allez rajouter du coup de l'énergie sous forme d'énergie cinétique. Voilà.
J'espère que du coup cette vidéo vous aura bien plu. Nous allons arrêter là pour la première partie de ce cours. On se retrouve à la rentrée pour l'autre partie. Pourquoi du coup il n'y aura pas de vidéo jeudi? Tout simplement parce que vous avez un devoir maison à faire et qui va vous prendre pas mal de temps. Et que du coup jeudi, qui signera la fin de la possibilité de rendre ce devoir maison, eh bien vous aurez la vidéo qui corrigera ce devoir maison. Et ce devoir maison est composé d'exercices 12-13, page 472, ainsi que 20 et 22, page 473. D'ailleurs, le rendu de ce devoir maison avant jeudi midi constituera également une preuve de votre présence et de votre assiduité lors de ce cours distanciel. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon travail. Au revoir.